On a le très très grand plaisir d'accueillir Jacques Lévy qui va nous rejoindre sur scène. Jacques Lévy, comme vous le savez sans doute, parce que vous l'avez quand même entendu sur les ondes à la radio ou lu quelques articles, est un géographe, membre du rhizome Coros. Et bon, je ne vais pas retracer sa longue carrière. Donc, il a reçu en 2018 au Festival international de la géographie de Saint-Dié le prix Vautrin-Lude, qui est le prix Nobel de la géographie. Je suis pas sûre que le prix soit aussi que le montant du chèque soit du même ordre. Par contre, il a passé beaucoup de temps à l'école publique fédérale de Lausanne. Il est aujourd'hui professeur des universités à Reims. Il a fondé la revue Espace-Temps. Et il s'est toujours intéressé à beaucoup de sujets. Donc, comme vous le voyez, la mobilité et le transport en fait partie, l'urbanisme, la politique, la sociologie, et tout ça sans jamais oublier les cartes. Pour moi, Jacques, c'est un des premiers universitaires non cartographes de formation à ne pas considérer les cartes comme de la cuisine, mais comme une matière à penser, comme une matière à révéler. Oui. Enfin, de temps en temps, il y en a qui sont un peu durs. Il a osé les anamorphoses, la cartodynamique. Et en plus, bon, même si tes sujets sont profondément humains, des sujets sociologiques, là, aujourd'hui, on va parler un petit peu de justice spatiale, tu ne dédaignes pas les méthodes quantitatives. Donc, ce qui fait que, en fait, tu étais fait pour nous. Alors, aujourd'hui, il va nous parler de cette rencontre entre les cartes et la justice spatiale, la notion de justice spatiale. Donc, il va dévoiler le contrat spatial derrière le contrat social, le juste et l'injuste. On en parlera encore cet après-midi, puisqu'on aura notre session quand la géodata fait foi. Donc, on va lui laisser la parole pour une demi-heure de présentation. C'est bon ? Écoute, impeccable. Ok, merci beaucoup de cette invitation. Et c'est vrai que j'ai été vraiment passionné par le débat qui vient d'avoir lieu. En tant que chercheur, j'ai appris beaucoup. Et donc, j'ai appelé cet exposé Cartes et justice spatiale, une rencontre improbable et prometteuse, parce que effectivement les gens qui travaillent sur la justice en général s'intéressent peu aux cartes. Les grands ouvrages sur la théorie de la justice ne parlent pratiquement pas d'espace et encore moins de cartes. Et même ceux qui travaillent ou ceux qui parlent de justice spatiale, il y a de grands débats sur la justice spatiale aujourd'hui, et le mouvement des Gilets jaunes en a été une expression particulièrement vive. Ils parlent peu de cartes, et ça a aussi des effets sur ce qu'ils disent. Ils se rapportent peu aux réalités empiriques, mais beaucoup plus à des mythologies. Et donc, le fait, donc on voit pourquoi ça pourrait être intéressant de leur montrer, enfin d'introduire la carte dans le débat public. Et puis inversement, les gens qui travaillent sur les cartes, culturellement, ne sont pas souvent des gens qui lisent de la philosophie politique et qui entrent dans des grands débats théoriques qui sont nécessaires pour comprendre, pour aborder les questions de justice, ne serait-ce que pour décrypter ce que les citoyens veulent dire quand il parle de justice. Donc cette rencontre, vous voyez pourquoi je la trouve à la fois improbable et prometteuse. Je vais, comme j'ai peu de temps, enfin par rapport à tout ce que j'avais envie de vous dire, je vais aller très très vite au début, puis ensuite je vais me concentrer sur des questions très liées à la justice spatiale, mais je voulais faire un petit rappel pour des spécialistes comme vous de ce qu'est la carte. Justement, une des raisons pour lesquelles la jonction avec les débats sur la justice
est intéressante, c'est que souvent on sous-estime les pouvoirs, les puissances de la carte, et donc le fait que la carte est une représentation spatiale de l'espace, que c'est toujours un rapport entre un fond et un thème, que c'est une image à lecture instantanée, et que la carte produit, c'est peut-être ça le plus important de ce que j'ai à dire, c'est que la carte elle-même produit un nouvel espace. C'est bien sûr une représentation des espaces préexistants, mais c'est aussi un nouvel espace qui s'ajoute aux autres. Et enfin, toute carte est un énoncé. Bon, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Donc quelques images pour dire qu'il y a du mapping, des visualisations utilisant un langage spatial qui ne sont pas des cartes parce qu'elles ne se réfèrent pas à un espace. C'est une représentation de l'Internet, où là, c'est, je dirais, une approche métaphorique intéressante d'ailleurs de l'espace. L'importance du fond, là vous voyez avec cette carte des territoires palestiniens dans l'océan israélien, ça dit beaucoup de choses qu'un autre fond ne dirait pas. Le fait qu'une carte doit avoir une lecture instantanée, hein, ça c'était quelque chose que les anciens cartographes issus de la géographie ne comprenaient pas très bien, mais on le retrouve aussi dans un certain nombre de terminaisons, je dirais, des SIG dans la carte, où c'est souvent des gens qui n'ont pas une réflexion sur l'image, sur la sémiologie graphique, qui en fait présentent des cartes comme étant des objets secondaires par rapport à leur activité. Donc le problème continue de se poser. Une carte est un espace, donc ça c'est un exemple de gerrymandering, hein, c'est-à-dire de circonscription électorale arrangeante, je dirais. Et donc on voit bien que la superposition avec l'espace de référence, c'est ça la question. Autrement dit, la carte et l'espace préalable sont en fait des réalités de même nature, hein. Donc illustration que la carte est un espace, et enfin une carte est un énoncé. Donc enfin, cette carte est un peu complexe puisque elle est située dans un espace qui n'est pas une carte, mais néanmoins elle est pas mal, je trouve. Alors je trouve que une grande condition pour associer carte et justice spatiale, c'est de prendre la mesure du fait qu'on vit dans une société d'individus où les individus ne sont pas seulement des molécules dans une boîte qui leur préexisterait, c'est aussi des acteurs qui fabriquent la boîte dans lesquels ils bougent. Alors, cette société d'individus, grâce au progrès du numérique, trouve sa contrepartie avec le fait qu'on a des données singulières, enfin sur des objets singuliers, individus humains ou autres objets singuliers, comme les lieux par exemple, qui sont extrêmement massifs, c'est-à-dire qu'en gros on est dans une époque où il y a autant de données sur chaque individu qu'on en avait il n'y a pas si longtemps sur un vaste ensemble. Et donc ça remet en question par exemple la notion de moyenne. On a peut-être moins besoin des moyennes parce que on en sait beaucoup sur chaque individu qui contribue à fabriquer la moyenne. Donc les moyennes sont toujours intéressantes comme un résumé, mais par contre on n'a plus besoin de l'illusion de l'individu moyen. On peut s'intéresser aussi aux marges, aux extrêmes, aux franges, parce qu'on a les moyens informationnels de le faire. Donc il me semble qu'une des dimensions actuelles de la carte, c'est justement de remettre les individus, ça c'est... Je me suis utilisé comme cobaye il y a peu de temps avec l'application Moves qui d'ailleurs a disparu depuis, et donc j'ai tracé les lieux et les liens pendant 500 jours, et en fait j'ai découvert des choses sur moi-même, des choses qui c'est pas des secrets, mais c'est des choses que je ne connaissais pas sur ma vie concrète, et donc je pense maintenant tout le monde peut faire ça, et on peut multiplier des études sur des individus qui permettent de construire des typologies qu'on ne pouvait absolument... Des typologies qui sont très simples, sur le style spatial, combien de lieux sont importants dans votre vie, comment vous circulez, quelle est la relation entre espace public et espace privé dans votre vie. Donc des choses très simples, qui ne sont pas intrusives dans la vie privée, mais qui néanmoins en disent beaucoup sur les gens. Un autre exemple, c'est ce travail qu'a initié Eric Fischer grâce aux photos de Flickr, où il confronte
par un moyen très simple les touristes et les résidents permanents. Hein, donc voilà, c'était Paris, Manhattan, Tokyo, San Francisco. Et donc on voit qu'il y a des relations qui ne sont pas toujours les mêmes entre l'espace des touristes et l'espace des résidents. À travers les photos, bon, Flickr, je pense, c'est un peu déclinant, je ne sais pas si ça existe toujours, il faut s'adapter, mais vous voyez ce genre d'information qui est extrêmement simple, mais qui ne cherche pas à moyenner des gens distincts, différents, mais au contraire à identifier des pratiques séparées. J'aime bien cette carte parce que c'est une carte, je ne sais pas si vous voyez bien les trames de bleu, c'est le nombre, la proportion de ménages qui possèdent au moins 2 voitures. Et donc on voit une très forte corrélation spatiale entre les aires urbaines et puis cette double structure interne où il y a au milieu des gens qui ont peu de voitures et puis dans le périurbain des gens qui en ont beaucoup, et ensuite quand on sort des aires urbaines il y en a moins. Parce que en fait dans le périurbain, c'est comme ça que l'INSEE a calculé le périurbain, c'est des pendules, c'est la mesure de mobilité pendulaire, et donc c'est beaucoup de ménages biactifs, donc beaucoup de doubles voitures, voilà. Et donc ça nous permet de comprendre que quelque chose qui nous paraît comme un cadre, la nomenclature en aire urbaine de l'INSEE, est en fait le résultat d'une multiplicité de pratiques. C'est pas quelque chose qui préexiste aux pratiques et dans lequel les pratiques devraient se glisser. Pas du tout, c'est le contraire. Ce sont aujourd'hui les urbains qui font la ville. C'est pas nouveau, mais disons qu'ils ont beaucoup plus de moyens, notamment par la maîtrise de leur mobilité, et donc c'est eux les vrais acteurs. Et la mesure s'adapte. Donc, par exemple, enfin, dernier exemple, non plus sur la mobilité, mais sur le résidentiel, hein, le prix du sol, les arbitrages justement mobilité, prix du sol, sont le tableau de bord stratégique habituel des gens, des individus ordinaires aujourd'hui, et cette carte, bien sûr, est une information, mais le prix du sol lui-même, il est produit par des acteurs, pas seulement les résidents, mais c'est pas non plus une boîte dans laquelle on se cale, mais quelque chose que nous fabriquons tous par notre spatialité. Deuxième aspect qui est important, je pense, pour comprendre les débats sur la justice à travers la carte, c'est le fait que dans la tradition de la cartographie mathématique, qui a été prolongée par la domination du monde des ingénieurs sur les SIG, il y a l'idée de la vraie carte, hein, donc une certaine réticence, par exemple, à des projections étonnantes ou au cartogramme ou à tout ce qui ne serait pas la transformée mathématique classique du globe en espace-plan. Et je pense que du coup ça a introduit une idée qui est en train de s'évanouir, heureusement, qu'il y aurait la vraie carte, hein, comme il y avait la vraie croix, et que tout le reste, c'était faux. Donc cette opposition vrai-faux, elle n'est pas favorable au débat public, et je trouve plus intéressant de considérer que toutes les cartes sont vraies, même si le type de vérité qu'elles délivrent n'est pas forcément le même, et c'est le travail des chercheurs, par exemple, ou enfin des gens qui sont sachant d'une façon ou d'une autre, d'identifier ces différents régimes de vérité, mais pas forcément de dire ça, je regarde pas parce que c'est faux. Donc voilà une carte de propagande nazie d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, ça c'est une carte de propagande, mais entre la propagande mensongère évidente et puis la carte du spécialiste, il y a beaucoup de registres de vérité cartographique qui méritent, à mon avis, d'être pris en compte. Voilà par exemple 2 cartes qui utilisent les mêmes données, qui représentent une votation en Suisse, qui ne nous disent pas du tout la même chose, alors que ce sont les mêmes données, simplement il y a une carte euclidienne et un cartogramme, et la carte euclidienne ne permet pas de voir que en fait sur cette votation c'était sur l'interdiction des minarets. Les villes ont en gros voté de la même façon contre
l'initiative voulant interdire les minarets, initiative qui a gagné, alors que sur la carte euclidienne, du fait qu'il y a en Suisse beaucoup de communes grandes et vides, ça fausse les choses. On voit quelque chose qui est présent dans le débat politique suisse, c'est-à-dire le Röstigraben, c'est-à-dire le fait que les francophones et les alémaniques votent souvent de façon différente, mais en revanche, on ne se rend pas compte que les villes alémaniques ont voté à peu près dans les mêmes proportions, parfois plus, que les villes francophones, donc romandes. Et donc ça, c'est une information utile qui est dérangeante par rapport à l'image que beaucoup de Suisses se font de leur vie publique. Finalement, le Röstigraben, ils arrivent à le penser parce que le système politique suisse a été conçu pour permettre l'expression, le maintien des minorités dans le giron de la nation suisse. Alors que cette différenciation entre gradients d'urbanité, c'est quelque chose qui n'est pas pensé. Donc on voit que est-ce qu'on peut parler de différents régimes de vérité ? Non. Un cartogramme, c'est toujours une carte, comme une carte euclidienne. C'est une différence technique minimale. Mais même ça, du fait de la réception de ces cartes, les effets communicationnels produits par ces deux cartes ne sont pas les mêmes. De la même manière, voilà ces deux cartes qui montrent l'une les migrants, enfin la part des étrangers, et puis l'autre le vote pour le Front National, montre que en fait ce n'est pas du tout là où il y a des étrangers que les électeurs votent massivement pour le Rassemblement National maintenant, c'est le contraire. Donc cette contradiction, elle est, c'est-à-dire la simple juxtaposition de ces deux cartes fait entrer dans un débat, puisque c'est peut-être ça le fil conducteur, après quelques changements, du discours de ce parti, celui sur l'immigration. Et donc c'est intéressant de voir qu'en fait ce ne sont pas les électeurs qui sont les plus exposés aux migrants qui votent le plus pour ce parti. Donc ça nous apprend quelque chose. Alors, donc, ces éléments de contexte étant posés, comment la carte peut intervenir dans les débats sur la justice spatiale ? Là, on est dans une difficulté du fait de la faible culture géographique de nos concitoyens, et donc le fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont affirmées de façon non démontrée, notamment sans contact avec des données informationnelles, quantitatives, qu'une carte pourrait donner. Donc, par exemple, là, la pauvreté, je vous présente ces données d'une autre manière ici. En gros, c'est les périurbains qui sont les moins pauvres. C'est là où les taux de pauvreté sont les plus faibles. Et par contre, l'immense majorité des pauvres se situe dans les centres et les banlieues des grandes villes, alors que il y a une doxa quand même très très répandue qui dit que, par exemple, Paris, c'est une ville où il n'y a plus que des riches, mais en fait, dans Paris intramuros, il y a autant de pauvres que dans l'ensemble des communes isolées de l'INSEE, donc de l'infra-urbain, mais qui ne regroupent que 4,5% de la population, et avec des taux de pauvreté moins forts que dans Paris intramuros. Donc là, on voit bien que la carte peut jouer un rôle quand même de mise à plat. Je dirais pas de pédagogie, parce que je pense que c'est une erreur de considérer que les citoyens sont des enfants ou des élèves et les hommes politiques alliés aux chercheurs des professeurs. Je pense que ça nous mène absolument dans le mur, comme les notions d'acceptabilité, par exemple, qui fleurissent à propos de questions de développement durable. Je crois que c'est pas la bonne méthode. En revanche, ce que peut faire la carte, c'est d'être un document qu'on met sur la table quand les citoyens discutent entre eux, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, ça suppose peut-être un tout petit peu de formation, mais bon, Jean-Luc Godard, je crois, disait que il peut enseigner tout ce qu'il y a à savoir sur le cinéma en 2 heures. Je pense que on est entre nous, bien sûr, nous, on prétend qu'on fait un métier très très difficile, mais en fait, c'est assez facile d'enseigner à quelqu'un
lire une carte. Donc, je pense que ça, par contre, c'est notre mission de créer des libertés de débat et donc de faire que cet angle particulier que permet d'approche du réel que permet la carte, il soit accessible à tous. Je prends un autre exemple, donc les déserts médicaux. Là, c'est les médecins généralistes. Chaque point représente un médecin. Donc, sur la carte de gauche, on peut dire, regardez, il y a plein de déserts médicaux. Mais en fait, cette carte, c'est la carte du peuplement en France. Et donc, si on utilise un cartogramme avec une surface proportionnelle au nombre d'habitants, on s'aperçoit qu'il y a une distribution assez égale, avec des petites nuances qui sont plutôt liées au système à deux secteurs, au système médical à deux secteurs, qui encouragent les médecins qui veulent gagner beaucoup d'argent à aller s'installer dans des poches à la fois massives et solvables comme la Côte d'Azur, mais on ne voit pas de déséquilibre très clair entre le nombre de médecins par habitant selon les régions. Donc c'est quand même intéressant. Il me semble qu'une fois qu'on a vu ces deux cartes, le débat ne peut pas être exactement le même que avant. Donc, de la même manière, dans l'éducation, je développe un petit peu. On est sorti d'un monde où il y avait beaucoup de différences régionales de niveau d'éducation. Maintenant, c'est beaucoup plus les gradients d'urbanité. Et ça, c'est un schéma. Bon, c'est pas une carte, excusez-moi. C'est un schéma qui vient d'un rapport récent dans l'éducation nationale qui montre qu'en gros, plus vous êtes dans une région isolée, plus vous avez d'heures par élève. Donc, il est faux de dire qu'il y a un abandon des services publics scolaires dans des régions moins densément peuplées. C'est plutôt le contraire, même si, vous voyez, le nuage de points est assez dispersé. Mais disons, si on doit résumer la situation, c'est plutôt dans ce sens. Alors je vous invite à regarder, vous pourrez le retrouver, c'était il y a quelques semaines, il y avait un sujet sur France 2, au journal télévisé de 20h, qui montrait qu'il y avait, qui interviewait des parents qui se plaignaient qu'on supprime une classe dans une petite commune de Seine-Maritime, près de Fécamp. Et en fait, on voyait d'ailleurs les 4x4 derrière, en arrière-plan, donc les gens amenaient leurs enfants déjà en voiture, et on voyait aussi qu'il y avait un lotissement très récent derrière. Donc en fait, c'est une commune périurbaine, mais quasiment de banlieue, puisqu'elle jouxte celle de Fécamp, et c'est une commune plutôt en croissance, alors que la présentation du sujet, c'était de dire il ne nous reste plus que l'école. Donc comme si c'était une déprise rurale grave, dont l'école était le dernier élément, c'est absolument le contraire. Et par ailleurs, si jamais cette école était fermée, il s'agissait que de fermeture d'une classe, mais l'école la plus proche de Fécamp, merci Google, est à 4 minutes. Donc on voit bien que là, il y a un problème, pas forcément d'information, mais d'acceptation. Alors là, je dirais justement l'acceptabilité d'une certaine façon. Enfin, disons le fait que le débat public puisse se nourrir de réalités, bien sûr travaillées, qu'on peut toujours discuter, mais qui sont quand même construites dans une préoccupation cognitive. Parce que, en fait, même si le politique n'appartient pas à la sphère de la connaissance, c'est un autre domaine, il faut l'accepter, mais néanmoins, la cognition est aussi, la connaissance est aussi un élément de circulation du débat. C'est-à-dire que, entre citoyens, le fait de pouvoir dire ça c'est comme ça que ça se passe et pas autrement, c'est un élément qui est difficilement contestable. Sinon, incontestable, sauf si on argumente en disant peut-être que les campagnes sont bien desservies, mais moi je réclame, au nom d'un autre principe, un privilège pour les campagnes.
Comme par exemple les agriculteurs qui disent l'alimentation n'est pas un produit comme les autres. Voilà, ils doivent argumenter pour dire ça. Donc ça ne coupe pas du tout la discussion, mais ça lui donne une autre coloration. Et donc par exemple, c'est intéressant de voir que la carte des résultats au baccalauréat n'est pas très intéressante parce que les lycées peuvent sélectionner. Par contre, la carte de la valeur ajoutée par les établissements, donc par rapport à ce qu'on aurait pu attendre de résultats compte tenu de la population scolaire, qu'est-ce qu'on a réellement obtenu? Ce n'est pas la même carte. Et ça montre à la fois que les établissements peuvent faire quelque chose quand il y a une bonne équipe éducative et que finalement l'échelle pertinente pour traiter l'échec scolaire, c'est peut-être beaucoup plus l'établissement que le mouvement national des enseignants qui a tendance à empêcher justement la construction de ces équipes. Et dernier aspect sur l'éducation, le fait que l'échec scolaire n'est qu'un aspect d'une accumulation locale. Là, vous voyez bien la Seine-Saint-Denis ici, c'est l'avantage du cartogramme, mais vous voyez bien aussi le bassin minier, où il y a accumulation d'échecs scolaires, de délinquance, de trafic de stupéfiants, de pauvreté. Et donc là, l'effet de lieu, la verticalité du lieu, fonctionne comme un cercle vicieux. Et ça, la carte permet de le montrer. C'est-à-dire le fait que c'est pas juste une suite de tableaux, une suite de listes, mais le fait que la Seine-Saint-Denis représente, selon certaines estimations, la moitié du trafic de cannabis français, c'est évidemment quelque chose qui ne peut pas être dissocié de l'échec scolaire. Je vous renvoie à la 3e saison de The Wire, qui dit tout sur la question. Alors, pour terminer, j'ai encore combien ? 5 minutes, très bien. Vous avez bien compris que l'idée que je vous présente de la justice, c'est une idée complètement procédurale, c'est-à-dire l'idée que le juste ne se décrète pas, c'est la société qui décide ce qui est juste. Si la société décide que les élèves de Seine-Saint-Denis doivent continuer à recevoir moins d'argent pour l'éducation qu'un élève français moyen, c'est le cas actuellement, ils ont le droit, c'est eux les souverains. Simplement, c'est bien d'en discuter. Et donc, le caractère de construction citoyenne de la justice, on le voit bien, c'est dans l'air, il est inscrit, je dirais, dans les dynamiques actuelles. On ne va pas pouvoir l'arrêter. Le fait que ce qu'on peut appeler la démocratie interactive, c'est-à-dire la composante que n'a pas la démocratie représentative, qui est tout aussi nécessaire à mon avis, mais justement, cette complémentarité est très défaillante en France en particulier, mais dans beaucoup d'autres pays. Par ailleurs, la démocratie représentative, en France, ça c'est une des caractéristiques proprement françaises, elle ne fonctionne pas du tout à cause du primat de l'exécutif, de la personnalisation, le fait qu'on n'a pas un régime parlementaire. Donc il faut certainement soigner la démocratie représentative, mais je pense que la production d'un consensus ou au moins de plans de clivage clairs sur la justice, qui est un élément central du débat politique, passera beaucoup par la démocratie interactive, par la possibilité d'avoir des citoyens tirés au sort ou qui ne sont pas des professionnels de la politique et qui permettent d'avancer justement sur le débat entre égaux sur qu'est-ce qui est juste ou pas. Et donc, je reviens un peu en arrière. Donc, il me semble que le cartogramme est intéressant comme un outil, et je vous présente quelques outils simples qui, à mon avis, peuvent servir à représenter la contribution des cartographes à la facilitation du débat public, à un empowerment, ou on pourrait dire capacitation, reprenant le terme de Amartya Sen, capability, donc aider les citoyens ordinaires à construire des capacités d'utilisation de la carte. Donc le cartogramme, il me semble que c'est un outil parce que ça permet,
si on prend si on utilise la population comme base du fonds, on a justement quelque chose qui est structurellement démocratique, puisque chaque habitant va peser le même poids, alors que dans une carte euclidienne, le paradoxe, c'est que plus la société s'urbanise, moins on voit les gens. Donc ça pose un problème, et c'est peut-être aussi, c'est pas la cause principale, c'est peut-être aussi à cause de ça que il y a une mauvaise compréhension en général du phénomène urbain dans le débat public. Donc là, je vous montre quelques résultats d'élections dans différents pays qui montrent que, avec le cartogramme, on voit une structure qui est la même partout en Occident, qui est que sur toutes les questions qui portent sur l'ouverture, toutes les autres tous les types d'ouverture à tous les types d'altérité, les villes, les centres-villes ne votent pas pareil que le périurbain, la suburbia dans le cas des États-Unis. Mais donc la carte des présidentielles américaines, pas seulement avec Trump, mais déjà depuis plusieurs élections, ressemble énormément à la carte Macron-Le Pen de 2017. Et idem en Suisse. Je profite pour vous montrer ce cartogramme différencié, c'est-à-dire le fait qu'on a sorti les zones vides maintenant avec les données à l'hectomètre carré, enfin à l'hectare ou au double. Donc ça fait 4 hectares, ce qu'il y a, je crois, en France. Ça nous permet de sortir donc les zones qui ne sont pas peuplées et donc d'avoir des cartogrammes dans lesquels l'ampleur de la distorsion est moins grande. Donc vous voyez cette carte de Suisse où il se trouve que les zones vides en Suisse sont assez concentrées dans les Alpes. Mais en France, il y en a pas mal aussi, pas seulement dans les montagnes, permet une lisibilité meilleure du cartogramme. Un autre élément qui me semble important à comprendre, parce que ça se rapproche de la vie concrète des gens, mais ça a mis longtemps je dis 1000 ans, ça fait 1000 ans que la cartographie arabo-persane a mis l'accent sur les réseaux. Donc vous voyez une carte du Golfe Persique où on voit des points et des lignes, sauf la mer qui est une surface. La cartographie européenne a été longtemps très réticente à donner toute leur place au réseau parce que c'était une cartographie de militaires et de ruraux, de pouvoirs d'État s'intéressant à la production agricole. Donc tout ça, c'était une logique de surface. Mais il y avait déjà beaucoup de réseaux. Donc en bas, c'est une carte de navigation polynésienne. Et il faut attendre 1933 pour avoir un plan qui quasiment n'a aucun fond territorial, donc sauf le plan du métro de Londres, avec juste la Tamise comme unique élément de calage. Et c'est le réseau lui-même qui est à la fois le fond et le thème de cette carte. Si vous remarquez l'évolution des plans du métro de Paris, là, à chaque fois, il y a un petit pas dans cette direction, mais on voit que, pour des raisons d'ailleurs intéressantes, les communicants de la RATP ou maintenant de IDF Mobilité préfèrent avoir des cartes qui ont un fond territorial. Or, on le voit sur ces cartes où la sémiologie graphique choisie utilise un énoncé implicite selon lequel c'est la densité des réseaux qui font les territoires. Et là encore, il faut retourner le gant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abord des territoires et ensuite des réseaux posés sur ces territoires. Les réseaux sont notre vie spatiale normale. Nous allons toujours d'un point à un autre. Nous déployons pas en surface. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui permet une communication. Si on assume ça, c'est quelque chose qui peut permettre une formation beaucoup plus rapide des citoyens ordinaires à l'usage de la carte. Le fait aussi de travailler sur la micro-cartographie, donc de ne s'interdire aucune échelle. Ça, c'est une comparaison de ce qui se passe dans 2 wagons de métro à Bombay et à Tokyo. Vous voyez qu'il ne se passe pas tout à fait la même chose. On pourrait s'arrêter sur cette carte. Mais vous voyez que la représentation des individus et d'un petit espace nous dit énormément sur l'organisation, la configuration de la société japonaise et de la société indienne. Et puis pour terminer,
un chantier que je trouve intéressant, la post-projection. On a vécu sur l'idée que la projection était un passage obligé, mais en fait, la projection est bien sûr une déformation, et il peut y avoir peut-être des manières plus utile, notamment quand on travaille à l'échelle mondiale, de représenter le fond de carte du monde par ce qu'est effectivement la mondialité aujourd'hui, donc peut-être avec une trame centrée sur les villes ou d'autres éléments en réseau, pour en faire un des fonds de base. Donc maintenant, on a des techniques pour faire ça. Ça, c'est uniquement avec les 35 villes de plus de 10 millions d'habitants dans le monde. Mais si on compare le résultat obtenu, à deux projections, une projection de type Mercator et une projection azimutale, on voit que la différence entre les deux projections est plus importante que la différence entre cette carte post-projection de gauche et la projection azimutale qui valorise effectivement l'hémisphère nord où il y a la plus grande partie de la population. Alors que le fonds a été obtenu par les distances temps minimales entre ces 35 villes. Donc ça veut dire qu'on peut ouvrir le jeu, et là encore, ça peut permettre de lancer des chantiers scientifiques et technologiques, mais aussi communicationnels, pour permettre davantage aux citoyens de s'approprier l'espace. Donc en conclusion, je répète, je martèle mon idée essentielle, les cartes sont des espaces, et quand vous faites des cartes, donc soyons conscients que nous ajoutons des espaces, donc nous transformons, nous ajoutons des couches d'espace, donc nous ne nous contentons pas de représenter l'espace, mais nous le transformons. Merci beaucoup. Waouh. Nous, on se levait le matin pendant des années en pensant que la carte n'est pas le territoire, etc. Et on s'aperçoit que c'est de moins en moins vrai, en fait. On l'a vu dans le débat précédent avec la question des mobilités, où les applications nous envoient, fabriquent du territoire, et ce que tout nous dit le montre aussi à l'évidence. On n'a pas beaucoup de temps, mais je suis sûre que vous avez une ou deux questions pour Jacques. Oui, Thierry Joliveau, Université de Saint-Étienne. Donc merci Jacques pour cette présentation. Moi j'ai une question par rapport au côté argumentatif des cartes que tu proposes, fondées sur la population, donc les cartogrammes. J'ai un peu l'impression que c'est la reprise de la représentation politique classique française et qui a été ensuite généralisée, l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est-à-dire, les députés représentent la population dans leur quantité, et le Sénat représente le territoire dans son extension. Et que ce que tu dis, c'est, vous avez regardé que les cartes sénatoriales depuis le début en regardant à distance euclidienne. Il faut regarder maintenant des cartes des députés dans lesquelles le poids de la population doit être pris en compte. Moi, il me semble quand même que ce que renvoient les cartes des députés, donc des cartes de cartogramme, c'est la marginalisation de ceux qui sont confrontés à l'espace dans sa rugosité. C'est-à-dire, ça évacue tous ceux qui sont minoritaires sur un espace dans lequel ils vivent. C'est-à-dire, c'est une argumentation qui équilibre le poids de la quantité. Et qu'en faisant comme ça, on risque de passer à côté de la question des gilets jaunes. Ils ne sont pas forcément très nombreux, mais ils sont minoritaires à être confrontés à justement une organisation qui n'est pas en réseau, qui n'est pas reliée, qui est confrontée au fait qu'il faut faire des kilomètres pour pouvoir avoir accès aux services, etc. C'est-à-dire, est-ce que ces deux visions peuvent être prises ensemble dans une argumentation ? Je réponds oui, bien sûr. Et c'est pas seulement ces deux visions. Il se trouve que le Sénat en France, c'est pas n'importe quel Sénat. C'est un Sénat des morts, de la dictature des morts sur les vivants. C'est-à-dire que même les communes qui n'ont pas d'habitants contribuent à l'élection des sénateurs. Donc, si vous regardez comment le Bundesrat
donc le Sénat allemand est composé, c'est pas comme ça, c'est-à-dire que on est beaucoup moins loin de la proportionnalité, c'est-à-dire c'est les Länder par exemple qui désignent des sénateurs, mais on n'est pas à ce point d'écart avec la réalité démographique. Et je pense qu'il n'y a aucune constitution qui prétend que les kilomètres carrés sont à mettre au même niveau que les humains. Hein, donc quand on dit les territoires, c'est quand même en principe parce qu'il y a des gens dessus. Donc effectivement, ils peuvent être moins nombreux. Je trouve que cet argument est tout à fait recevable. Simplement, je pense que dans un système démocratique, dans un système aussi où on commence à évaluer les politiques publiques, hein, c'est ça l'élément nouveau, c'est qu'on se met à se demander, grâce à l'élévation du niveau culturel des citoyens, si l'argent public est bien utilisé. Hein. Donc, quand je vous disais tout à l'heure qu'on a découvert, il n'y a pas très longtemps, hein, qu'un élève de Seine-Saint-Denis recevait moins d'argent en moyenne à cause de la gestion des enseignants essentiellement, hein, qu'un élève moyen en France. C'est quand même une information qui peut pas laisser indifférent quand on sait justement que c'est en Seine-Saint-Denis qu'il y a les plus gros problèmes d'échecs scolaires. Et donc les deux d'ailleurs ne sont pas sans lien, hein, parce que en gros les enseignants, comme les policiers qui préfèrent aller dans des endroits où il n'y a pas de délinquants, les enseignants préfèrent aller dans des endroits où il n'y a pas de problème éducatif. Donc il n'y a pas, je veux dire que les inégalités peuvent porter sur des petits groupes qui ne sont pas assez nombreux pour se faire entendre, hein, et donc ça c'est vrai que l'état de droit, la démocratie, la République démocratique doit leur donner une voix, mais une voix qui va être entrée en discussion. C'est pas dans une logique de privilège, et en fait il faut quand même. Tu parlais des gilets jaunes. L'essentiel des gilets jaunes était dans le périurbain, donc dans des espaces métropolitains, mais dans la partie moins dense des espaces métropolitains. Et aujourd'hui, la ruralité, c'est quand même essentiellement un lobby d'élus du périurbain qui essayent de capter les privilèges traditionnels de la ruralité qui n'existent plus pour ces zones qui, en fait, refusent souvent de participer à des ensembles métropolitains, refusent de payer pour des infrastructures, des services auxquels leurs habitants, pourtant, dont leurs habitants bénéficient. Donc, faut quand même avoir en vue le fait qu'on est dans un conflit politique. D'ailleurs, les Gilets jaunes, c'est un mouvement politique qui n'est pas forcément exactement dans la défense de ce que tu dis, hein, mais plutôt, bon, quand on voit par exemple que aujourd'hui 98,5% des femmes en âge de procréer résident à moins de 45 minutes d'une maternité. Moi, je me suis souvenu, en voyant ce chiffre, que quand je suis allé à la maternité en Île-de-France, j'ai mis plus de 45 minutes. Bon, faut dire que c'était la nuit. Ah, je m'en souviens bien parce que j'ai raté l'accouchement parce que c'était trop long. Hein, donc, l'imaginaire d'une fausse ruralité qui consiste à croire que parce qu'on habite dans une zone à faible densité, on est forcément moins bien servi que ceux qui habitent dans les villes, ça doit être aussi mis en question. Hein, mais si on arrive à la conclusion que le fait d'être en moyenne montagne, par exemple, comme disait un intervenant tout à l'heure, je ne sais pas, créer des zones blanches ou des moindres accessibilités à des services, bien sûr que là, ça devient un enjeu. Mais dans nos enquêtes pour le CGET sur la justice spatiale, ce qu'on a vu, c'était que les habitants des villes étaient tout à fait à l'écoute de ça. C'est-à-dire qu'ils étaient tout à fait d'accord pour dire que les habitants des campagnes devaient avoir le droit à la même qualité de service public. L'inverse est peut-être pas tout à fait vrai. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Jacques. Donc, il reste là, voilà, quelques minutes avant qu'on vienne le chercher. Si vous voulez acheter les livres, ils sont là, en partenariat avec la Grande Librairie. Merci beaucoup.